Elle était surnommée la calamité ambulante, une présence que l'on redoutait même avant de l'apercevoir. Bessie Moncrief n'était pas seulement une femme violente ou indisciplinée. Elle incarnait pour Londres Ouest une sorte de chaos vivant. Un phénomène que ni les constables ni les voisins ne pouvaient ignorer. Chaque acte de sa vie semblait se graver dans les rapports de police, chacun racontant un épisode de défi, de désespoir ou de confrontation brutale. Elle frappait les agents de sa propre main, brisait les vitres des postes de police sans la moindre hésitation et allait jusqu'à incendier ses propres draps lorsqu'elle se trouvait enfermée. Avec le temps, son nom n'était plus seulement celui d'une femme en difficulté. Il devenait synonyme de trouble, de désordre et de terreur dans les ruelles du West End. Les comparutions s'enchaînaient d'abord par dizaines, puis par centaines, chaque procès ajoutant une nouvelle couche à la légende déjà tumultueuse. Mais le vrai mystère ne résidait pas seulement dans ses actions. Il résidait dans la façon dont une femme pouvait inspirer autant de peur aux autorités et susciter autant de crainte chez ceux qui partageaient les rues avec elle. Les documents qui subsistent laissent très peu d'indices sur son enfance ou sur la Bessie avant le chaos. À l'exception d'un fil rouge qui apparaît dans presque toutes les archives. Elle avait un foyer stable en Cornouailles, sa terre natale, vers lequel amis, famille et même policiers tentaient de la renvoyer à maintes reprises. Cette maison, ce point d'ancrage, contrastait violemment avec les rues de Londres, où sa réputation se forgeait dans la sueur, le bruit et le tumulte. C'était comme si la vie qu'elle avait eue aurait pu être différente, douce et ordonnée, mais que le destin l'avait projetée dans un environnement où chaque jour était un combat pour survivre et exister. Notre récit commence à l'automne de 1882, un soir de septembre qui semblait comme les autres, mais qui allait marquer le début de la légende de Bessie. Le 22 septembre, aux alentours de 23 heures, le pub Yorkshire Grey de Piccadilly devient le théâtre d'une scène qui aurait pu sembler anodine. Une jeune femme de 25 ans, Bessie Crief, est expulsée de l'établissement. Selon le constable John Field, elle refuse de partir, attirant une foule intriguée et parfois effrayée. Reconnaissant son état d'ébriété, l'officier l'a conduite au poste de Vine Street, pensant qu'une nuit de calme et de surveillance suffirait à désamorcer la situation. Mais ce qui aurait dû rester un simple incident de désordre public prend rapidement une tournure dramatique. Tandis qu'un agent détourne le regard quelques secondes pour lui apporter de l'eau, Bessie en profite pour s'étrangler avec une écharpe. Lorsqu'il se retourne, elle est inanimée, son visage prenant une teinte sombre. L'acte est officiellement interprété comme une tentative de suicide, une première d'une longue série qui allait caractériser sa relation tumultueuse avec la loi et la société. Au tribunal, le magistrat M. Mansfield découvre un récit alarmant et répétitif. Vine, l'assistant de garde, rappelle que Bessie avait déjà été arrêtée à plusieurs reprises pour ivresse et tentative de suicide. L'inspecteur Shepard ne mâche pas ses mots, la qualifiant de l'une des femmes les plus difficiles à gérer du West End. Bessie, elle, ne répond que par une courte phrase. « Je suis vraiment désolé. » Le magistrat décide de la maintenir en détention pour une audience ultérieure, laissant entrevoir la répétition d'un cycle de troubles et de confrontations qui semble ne jamais vouloir se rompre. Quelques mois plus tard, en décembre 1882,
Le Chelsea News rapporte une nouvelle arrestation Bessie, cette fois décrite comme une jeune femme respectable dans ses vêtements, est accusée d'ivresse et de perturbation de l'ordre public à Westminster. Les constables racontent qu'elle a refusé de rentrer chez elle et a frappé l'un d'eux. Bessie nie avoir porté le moindre coup, accusant les agents de représailles, affirmant qu'elle avait signalé leur comportement peu de temps auparavant. Le magistrat, conscient du cercle vicieux qui se répète, autorise une rencontre avec le chapelain du tribunal et envisage la possibilité de la placer dans un refuge ou une maison de tempérance. Un espoir de rédemption qui, pour l'instant, semble fragile. Quelques mois plus tard, en décembre 1882, le Chelsea News rapporte une nouvelle arrestation. Bessie, cette fois décrite comme une jeune femme respectable dans ses vêtements, est accusée d'ivresse et de perturbation de l'ordre public à Westminster. Les constables racontent qu'elle a refusé de rentrer chez elle et a frappé l'un d'eux. Bessie nie avoir porté le moindre coup, accusant les agents de représailles, affirmant qu'elle avait signalé leur comportement peu de temps auparavant. Le magistrat, conscient du cercle vicieux qui se répète, autorise une rencontre avec le chapelain du tribunal et envisage la possibilité de la placer dans un refuge ou une maison de tempérance, un espoir de rédemption qui, pour l'instant, semble fragile. Mais le retour à la vie civile reste précaire. En novembre 1884, Bessie est de nouveau arrêtée pour ivresse et désordre dans les rues de Westminster. Sa violence s'intensifie. Elle tente à plusieurs reprises de s'étrangler et fait preuve d'un défi ouvert devant les magistrats. Même l'intervention des chapelains, censée tempérer son comportement, n'a qu'un effet temporaire. L'année suivante, un nouvel incident dans un pub se conclut par la destruction d'une vitre et une condamnation à 6 semaines de travaux forcés. Chaque sanction semble insuffisante face à la détermination farouche de Bessie, qui refuse de se soumettre ou de céder à l'autorité. On pourrait dire que Bessie Monriff est prisonnière d'un destin que personne ne peut maîtriser. Ses allers-retours incessants entre foyers de réhabilitation et prison échouent systématiquement. Elle s'évade, revient à Londres et reprend son cycle de violences et de désordre. La presse relate ses exploits avec fascination et effroi, décrivant une femme à la beauté indéniable, mais à l'indomptabilité légendaire, dotée d'une énergie explosive et d'une audace qui fait trembler magistrats et policiers. Ce premier bloc de l'histoire nous montre la naissance d'une légende, celle d'une femme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui connaît le refuge et la stabilité de son foyer natal, mais refuse d'y céder, et qui transforme chaque arrestation en un acte dramatique et presque théâtral. Bessie ne se contente pas de défier la loi. Elle défie la société tout entière, sa structure morale et ses institutions, révélant par ses excès les failles d'un système incapable de protéger ou de comprendre ceux qu'il considère comme perdus. Elle devient ainsi, malgré elle, un miroir des contradictions d'une époque où la misère, la dépendance et l'injustice sociale s'entrechoquent dans les rues bruyantes et impitoyables de Londres. Les années qui suivent voient Bessie Monriff devenir une figure presque mythique du chaos londonien. En mars 1887, son nom apparaît dans les journaux jusqu'aux îles anglo-normandes. À 28 ans, elle est décrite comme une jeune femme séduisante, mais dont la réputation de turbulente et d'ivrogne est solidement établie. Un matin, expulsée d'un tribunal pour son état d'ivresse, elle se déchaîne dans la rue,
proférant des insultes si horribles que les passants se reculent et frappant violemment un agent qui tente de la maîtriser. « J'aurais aimé te faire encore plus mal », crie-t-elle, défiant toute forme de respectabilité ou d'autorité. L'assistant du tribunal note alors un détail clé. Bessie avait été arrêtée 27 fois pour ivresse et désordre, et elle avait déjà été placée dans des foyers de réhabilitation dont elle s'était échappée au bout de quelques jours. Le juge Partridge la condamne à 3 mois de travaux forcés pour avoir frappé le policier et endommagé des biens publics. Sa réaction est explosive, un véritable feu d'artifice de rage et de jurons, refusant de quitter le dock et se débattant contre les agents. Chaque arrestation semblait renforcer son insolence et sa détermination à défier le système. Quelques mois plus tard, en juillet 1887, un nouvel incident éclate dans le West End. À 2 heures du matin, elle hurle « Police, meurtre !» dans Charlotte Street, provoquant l'alerte des voisins. Selon les constables, Bessie a été victime d'un vol par un homme qui l'a invitée dans un cab et l'a dépouillée. Mais sa consommation d'alcool et son langage obscène attirent l'attention des autorités et elle est arrêtée. Le magistrat, M. Mansfield, se concentre sur son état d'ivresse plutôt que sur la prétendue victime d'un crime et lui inflige une amende dérisoire de 5 shillings. Sa réponse sarcastique « Merci beaucoup » déclenche les rires dans la salle, illustrant la manière dont son comportement captivait autant qu'il exaspérait. L'obsession de Bessie pour la confrontation avec l'autorité se poursuit. En septembre 1887, elle est de nouveau arrêtée pour avoir causé des nuisances dans une pension de Mayfair. Mais cette fois, la vérité lui rend justice. Elle avait été invitée par un ami et son récit est corroboré. Rare victoire dans un océan d'arrestations. Cette issue montre que parfois, le système pouvait s'incliner devant la réalité. Mais les mois suivants réaffirment la trajectoire tragique et répétitive de sa vie. En janvier 1888, elle est expulsée d'un hôpital de Hyde Park Corner, après avoir causé des troubles et proféré des insultes épouvantables. Elle prétend avoir été droguée et ne rien se rappeler, un récit que le tribunal ne prend pas en compte. L'assistant de garde énumère désormais 30 condamnations, dont les motifs répétés ne laissent aucun doute sur la constance de son comportement. 1 mois de travaux forcés est sa sanction, mais la leçon est vite oubliée. En 1889, la presse relate sa 31e comparution. Désormais, Bessie est connue comme une femme de tempérament indomptable. Elle aurait déjà incendié ses draps et brisé les vitres de sa cellule lors d'une longue peine. Chaque tentative de réhabilitation, foyer de Cornouailles, intervention religieuse, placement en refuge, échoue. Elle revient toujours dans les rues de Londres, transformant chaque espace public en théâtre de sa colère et de sa désobéissance. En mars 1889, elle se dispute avec un policier après l'avoir accusé d'avoir volé son chien. Dans le tribunal, elle brise des vitres, insulte témoins et gardiens et finit par être condamnée à 1 mois de travaux forcés, promettant déjà de tout détruire à son retour en prison. La décennie suivante ne change rien à son comportement. En 1890, elle se présente au tribunal sous un alias, déclenche un scandale dans Sloane Street et refuse de quitter la ville malgré les tentatives de l'armée du salut de la placer dans un foyer. Ses cris, jurons et menaces sont désormais routiniers
et les magistrats commencent à reconnaître la profondeur du problème. Bessie n'est pas simplement turbulente. Elle est considérée comme une récidiviste encourable, un terme juridique signifiant qu'aucune sanction traditionnelle ne parvient à corriger son comportement. Les années 1891 et 1892 montrent une intensification de cette escalade. Elle continue d'être arrêtée pour ivresse, désordre et affrontement avec la police, tandis que les autorités cherchent désespérément un moyen de contenir cette tornade humaine. La presse débat ouvertement. L'ivresse est-elle un crime ou une maladie? Bessie répond elle-même en criant au tribunal qu'elle se vante de son addiction, qu'elle boirait 4 bouteilles de brandy si elle le pouvait. Le système, à ce stade, oscille entre punitions, placements en foyer et condamnations répétées à la prison, mais rien ne semble ralentir la trajectoire de Bessie. Dans ce deuxième bloc, on voit se dessiner l'image d'une femme qui devient le symbole des limites du système judiciaire et social londonien. Une vie marquée par l'alcool, la violence, la résistance obstinée et un refus catégorique de se conformer. Bessie Monreith n'est pas simplement une criminelle de routine. Elle est l'incarnation de l'échec d'une société à protéger, comprendre ou réhabiliter ses membres les plus vulnérables et tourmentés. En septembre 1892, Bessie Monreith fait à nouveau irruption dans le Westminster Police Court, cette fois sous le nom d'Emprise de Carter. Son arrestation résulte d'une querelle avec un cocher de fiacre. Lorsqu'un agent intervient, elle se jette au sol, le frappe et tente même de le mordre. La presse rapporte que Bessie avait désormais plus de 50 condamnations à son actif et qu'elle avait été placée à plusieurs reprises dans des foyers, toujours pour fuir les lieux au bout de quelques jours. Le magistrat impose 14 jours de prison, mais elle prétend travailler légalement et accuse les policiers de la persécuter. Cette tendance se répète presque à la lettre en octobre 1894. Une nouvelle arrestation survient à Chelsea, rue Aska, où elle frappe aux portes d'une maison qu'elle croit être celle d'un voisin en conflit avec elle. Le juge, M. Cheyelle, prononce 1 mois de travaux forcés, avec la condition que si Bessie ne respecte pas 6 mois de bonne conduite, elle serait emprisonnée 3 mois supplémentaires. Comme à son habitude, elle s'accroche au dock, crie, jure et menace le personnel du tribunal. Les journaux commencent à souligner que son nombre de condamnations dépasse désormais les 100, consolidant sa réputation de femme encourable. En février 1895, le cycle reprend à Kensington. Elle est arrêtée pour ivresse et désordre à Pembridge Square, quelques jours après sa sortie de prison. Pour cette infraction, elle est condamnée à 7 jours de prison. En octobre de la même année, à Knightsbridge, elle est de nouveau en cause pour les mêmes motifs, juste après avoir été libérée. La répétition de ces incidents donne presque un rythme théâtral à sa vie. Chaque sortie de prison devient le prélude à un nouveau scandale. Chaque tribunal, un lieu de défi public. En août 1896, la scène se reproduit comme un écho d'il y a 4 ans. Le Salvation Army propose à Bessie de l'accueillir dans un foyer sous condition qu'elle signe une déclaration légale la rendant détenue si elle brise les règles. Au début, elle feint d'accepter « Je suppose que je vais devoir voir ce que c'est que ce lieu ». Mais dès qu'on lui explique le pouvoir légal conféré au foyer, elle rejette tout avec véhémence. « Quoi ?
Je refuse tout. Le résultat est identique. 1 mois de travaux forcés et des menaces proférées contre le missionnaire du tribunal. Cette répétition mécanique et rageuse montre à quel point Bessie avait intégré la scène judiciaire et le système comme un théâtre où elle jouait toujours son rôle de femme indomptable. En décembre 1899, la situation atteint un point de saturation. 2 rapports distincts paraissent dans le Maryleon Mercury. Le premier la décrit endommageant volontairement une vitre d'un pub après avoir été refusée au service. « Si je ne peux pas boire, je veux me venger », déclare-t-elle. Le magistrat, M. Plouden, se dit impuissant face à une vengeance aussi coûteuse et ordonne la réparation et une amende. Le second rapport illustre le désespoir du système. Aucun foyer pour alcooliques ne veut de Bessie, et son retour en Cornouailles avait déjà échoué. Le magistrat conclut, exaspéré. « Je ne sais plus quoi faire de vous. Allez-y, mais ne revenez pas. » C'est finalement le tournant législatif qui permet d'envisager une solution plus durable. Le 24 janvier 1903, un registre officiel de la police donne sa première description physique complète. 1,55 m, corpulence proportionnée, cheveux clairs, yeux bleus, avec 2 cicatrices distinctives sur le visage et le cou. La même année, elle est condamnée à 1 mois de travaux forcés et envoyée dans le centre de réforme pour alcooliques de Lewis, dans le sud du comté La Raison. Aucun autre foyer ne voulait d'elle, sa réputation et son comportement étant trop perturbateurs. À ce moment, elle compte déjà environ 200 arrestations pour ivresse et désordre. Un détail surprenant émerge de ce rapport. Bessie prétend être l'épouse d'un ancien parlementaire et capitaine de l'armée. Une affirmation spectaculaire contrastant avec le registre officiel, qui la décrit comme femme sans domicile fixe, travaillant comme prostituée. Aucun document ne valide cette revendication, mais elle révèle le besoin de Bessie de se construire une identité plus prestigieuse que celle imposée par les tribunaux et la rue. En 1908, un deuxième registre confirme son identité, ajoutant que la peine infligée cette fois est de 3 ans dans un établissement pour alcooliques grâce à la loi de 1898 sur les détenus alcooliques. Après des décennies de courtes peines et de remises conditionnelles, l'État commence enfin à imposer un confinement de longue durée. Ses quartiers habituels restent Edgware et Harrow Roads, prolongement de son ancien territoire autour de Marble Arch. Le cycle se poursuit jusqu'à la fin de sa vie. Arrestations pour ivresse et troubles, menaces envers les policiers, refus systématique des foyers et condamnations répétées. Même dans les années 1920, son nom apparaît encore dans les journaux. En juin 1922, à 60 ans, elle est condamnée à 1 mois de prison pour consommation d'alcool méthylique avec 2 compagnons. En octobre 1925, à 67 ans, elle reçoit une simple amende pour état d'ébriété et incapacité, avec une mention sensationnelle de 400 condamnations à son actif. La violence et le tumulte de sa jeunesse se sont transformés en une simple statistique. Bessie Monreef est devenue le symbole d'une société incapable de protéger les plus vulnérables. Son existence illustre la combinaison fatale d'alcoolisme, de pauvreté, de pathologie mentale et d'un système judiciaire qui alternait punitions sévères et tentatives de réhabilitation sans jamais briser le cycle. Elle n'était pas seulement une femme terrible, comme le clamait la presse victorienne,
mais la preuve vivante d'un échec social et institutionnel. Une vie passée dans la confrontation constante avec l'autorité et la marginalité. À la fin de sa vie, Bessie Monriff n'est plus la jeune femme audacieuse et furieuse qui affrontait la police à coups de poing et de cris. Elle est devenue une figure solitaire, vieillissante, marquée par des décennies d'alcool, de privation et de conflits avec l'autorité. Les journaux des années 1920 la mentionnent encore sporadiquement, toujours pour des arrestations pour ivresse, mais désormais l'écho de ses éclats est réduit à une simple note administrative. En octobre 1925, à 67 ans, son nom apparaît pour la dernière fois dans Marlborough Street Police Court. La mention est banale. Une amende pour état d'ébriété et incapacité, avec une note sensationnelle sur ses 400 condamnations. Cette dernière apparition symbolise la fin d'un cycle presque mécanique, celui d'une vie entièrement vécue dans la friction avec la loi, la société et elle-même. Ce qui frappe en étudiant son parcours, c'est la constance de ses comportements et la répétition des mêmes schémas. Ivresse, trouble de l'ordre public, violence envers les agents et tentative d'autodestruction. Mais derrière ces faits répertoriés, il y a aussi des traces de douleur, de solitude et de désespoir. Les registres révèlent qu'elle avait un foyer en Cornouailles, un point d'ancrage dans son enfance, pourtant jamais suffisant pour la détourner des rues de Londres. Chaque renvoi vers sa famille ou vers un foyer de charité se soldait par une fuite, un retour à la ville, à ses habitudes, à son conflit avec le système. Les magistrats et philanthropes ont essayé de multiples stratégies pour la sauver. Placements en foyer, remises conditionnelles, intervention de chapitres religieux et de la Salvation Army, peine de travaux forcés et enfin réforme plus longue grâce à la loi sur les alcooliques. Mais aucune de ces tentatives n'a permis de rompre le cercle vicieux. La loi et la charité, punition et réhabilitation se sont succédés sans jamais atteindre leur but. Bessie restait fidèle à elle-même, provocatrice, résistante, consciente de sa réputation, mais incapable ou peut-être non désireuse de se conformer aux attentes d'une société qui la jugeait sans lui offrir de réel soutien. Bessie Monriff illustre la brutalité d'un système social et judiciaire incapable de comprendre les racines de l'addiction et des troubles psychologiques. Son existence nous rappelle que derrière chaque chiffre et chaque condamnation, il y a un être humain avec ses fragilités, ses souffrances et ses désirs, même lorsqu'ils se traduisent par des actes socialement répréhensibles. Elle a vécu dans les limites imposées par la pauvreté, le sexe et la marginalité, et ses efforts pour s'affirmer et survivre ont souvent été interprétés comme de la criminalité pure et simple. L'histoire de Bessie est également celle d'une époque, le Londres victorien et édouardien, un monde sans systèmes sociaux solides, où les plus vulnérables étaient laissés à eux-mêmes, souvent criminalisés pour leur faiblesse. Les journaux s'amusaient de ces exploits, les magistrats cherchaient des solutions, mais le résultat était toujours le même. La rue reprenait son droit, et Bessie revenait dans le cycle, comme une figure tragique et indomptable de la capitale. Ce que nous raconte Bessie Monriff aujourd'hui, c'est la persistance humaine face à la marginalisation, mais aussi l'échec systémique. Son nom reste dans les archives comme un symbole d'une société confrontée à ses propres limites. Elle n'était pas seulement une femme terrible,
mais un reflet d'une ville et d'une époque qui n'avaient pas les moyens de comprendre ou de prendre soin de leurs citoyens les plus fragiles. Et si l'on regarde au-delà des arrestations et des scandales, il y a une voix humaine derrière la légende. Une voix qui implore, menace, se défend et parfois tente de se réinventer, mais qui se heurte constamment à un monde incapable de la contenir ou de l'accompagner. Les centaines de condamnations ne sont pas seulement des chiffres, elles sont la chronique d'une vie à vif, d'une lutte contre soi-même et contre un système qui alternait entre répression et compassion limitée. Finalement, Bessie Monrief disparaît des registres, non pas dans un acte de rédemption ou de réforme, mais dans le silence administratif d'une amende et d'un constat banal. Une femme âgée, sans domicile fixe, dont la vie a été entièrement façonnée par le combat avec la société et l'alcool. Et c'est peut-être là sa véritable histoire, celle d'une existence qui échappe à la simplification, à la morale facile, et qui nous confronte à nos propres limites collectives face à la fragilité humaine.